Bonsoir à vous tous, merci d'être présents ce soir. L'association Rock Choisir prépare les 34e foulées du Rock Saint-André qui auront lieu cette année le samedi 30 novembre, et ainsi que les randonnées pédestres et repas à emporter. 3 nouvelles causes sont défendues cette année. Donc il y aura le cancer du sein avec la présence au centre Eugène Marquis, avec la présence donc, de Madame Dossin qui est là à ma gauche. Ensuite, il y aura donc dans le service du professeur Mathieu la recherche sur le cancer sur la prostate, donc à l'hôpital Pontchaillou. Et puis le don de moelle osseuse, avec ici présent donc Hervé Bernard, qui a été soigné grâce à un don et qui pourra nous expliquer et intervenir un petit peu et nous dire comment il a vécu cette période difficile pour lui. Et maintenant il va très bien, donc d'où l'importance aussi d'avoir des dons de moelle osseuse pour pouvoir guérir. Voilà. Donc Adèle, on va commencer par vous. Je vous laisse vous présenter et puis après, vous présentez le centre Eugène Marquis. Oui. Et puis après, vous interviendrez sur votre domaine. Oui. Donc moi, je suis Adèle Dessin, je suis gynécologue. Je suis spécialisée dans la chirurgie du cancer du sein, la reconstruction après ablation du sein, et la sexologie, c'est-à-dire la prise en charge des patientes. Donc moi je suis gynécologue de base, je vois plus les patientes qui ont des troubles, des soucis dans leur intimité suite à la maladie de cancer. Il y a une unité d'oncosexologie qui a ouvert le jour en 2021 au centre et qui fait partie des soins de support qui sont proposés à tous les patients. Donc merci pour le don qui a été effectué au centre Eugène Marquis. Les 2 années précédentes, ma collègue le docteur Guillermet est venu et ces dons servent à la recherche. On a un pot de dons pour la recherche et ça nous permet en fait de financer des projets internes. Et d'ailleurs, il y a un projet, il y a une étude de sexo qui ouvre là avec le cancer du sein. Et donc, je vais vous présenter un peu ce centre Eugène Marquis, ce qui est fait, ce que c'est comme structure. Et puis après, je vais vous dire les idées qu'on a pour le don que vous nous avez fait cette année. Alors, le centre Eugène Marquis fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer en France. C'est un établissement privé non lucratif qui existe depuis 100 ans, qui a été fondé par le professeur Eugène Marquis. Donc, à but non lucratif, il participe au service public hospitalier. Donc, il est membre de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer, ce qui s'appelle Unicancer, 100% dédié à la lutte contre le cancer. Et le centre Eugène Marquis est le seul centre du coup en Bretagne. Bonjour. Les principales missions du centre sont les soins, l'enseignement et la recherche. Donc, là, c'est ce que je viens de vous dire par rapport au centre Eugène Marquis. Là, vous avez une petite photo du centre, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est le bâtiment D, il y a 3 bâtiments. On est juste à côté on est sur le site de Pontchaillou, juste à côté. Donc 3 bâtiments de cette taille-là à peu près. De consultation, il y en a un où il y a des blocs opératoires, un service d'hospitalisation, radiothérapie. Voilà. Donc nos missions, donc les soins, la recherche et l'enseignement. Et donc notre objectif, c'est de garder une longueur d'avance dans la lutte contre le cancer. Donc à quoi servent vos dons? Donc la majeure partie des dons vont pour financer la recherche parce que c'est très onéreux et parfois pour mettre en place des études, c'est vraiment ça nécessite beaucoup de ressources. Donc on a un budget en fait Cogedor qui est donc associé à la recherche pour permettre de développer des recherches selon les idées des soignants. Voilà. Chaque année, une partie de vos dons est destinée à soutenir des projets de recherche des équipes du centre. En 2023, 9 projets ont été retenus, dont un des projets qui est en cours et qui va être donc l'étude de l'impact de prendre en charge précocement les femmes qui ont des dysfonctions dans leur intimité suite à un cancer du sein. On va leur proposer une prise en charge précoce
parce qu'il y a beaucoup de fois où, où ce n'est pas abordé forcément rapidement dans la prise en charge et que les troubles sont installés et que les patients n'osent pas en parler. Donc là, on va, être dès le départ, enfin pas dès la première consultation, mais rapidement, dans les 3 mois qui suivent le diagnostic, 4 mois qui suivent le diagnostic, la prise en charge, 3-4 mois qui suivent la prise en charge, proposer une prise en charge avec une psychologue sexologue ou une sexologue, donc moi-même, et une équipe d'anthropologues pour le vécu un peu plus sociaux sur l'impact de la maladie sur les relations intimes ou les relations globales. Donc voilà. Vous disiez que c'est assez récent au Centre Jeanne Marquis 2021, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai passé le diplôme interuniversitaire qui a duré 3 ans. J'étais diplômée et j'ai mis en place du coup l'unité dans le centre. Et donc je suis accompagnée d'une psychologue et d'un médecin généraliste hypnothérapeute qui voit surtout les hommes de son côté. Et puis, donc voilà, on est en train de développer petit à petit l'unité parce que quand on met en place une activité, il faut le temps que voilà, les gens soient bien informés, que les professionnels aussi de santé en parlent, etc. Et dans les 17 autres centres Et dans les 17 autres centres, il y a une étude, justement, on fait partie d'un groupe de travail là-dessus et ça se développe de plus en plus. Les offres sont variées en fonction des centres, mais globalement, 2/3 des centres ont cette offre au jour d'aujourd'hui. Un peu plus de 2/3. Il y en a quasiment tous, quoi. Sous différentes formes. Nous, on a des consultations, on a des ateliers, 3 types d'ateliers. 1, c'est l'hypnose. Comment utiliser l'hypnose pour favoriser l'intimité. 2, c'est la communication dans le couple. Et 3, c'est un peu l'utilisation du corps qui a été un peu meurtri par la maladie dans la sexualité, donner des petites... aider les patients là-dessus. Donc, à quoi sert Vaudon? Donc, on a donc financé la recherche, développé la prévention. On a mis en place récemment C'est mon bus, c'est un bus mobile de prévention et de promotion de la santé qui intervient auprès des habitants du territoire breton. Donc, qui se déplacent pour des missions de prévention. Contribuer à l'innovation. En 2024, pour suivre l'évolution des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif ou des voies biliaires, le Centre Jeanne Marquis s'est doté d'une plateforme de génétique pour séquencer l'ADN des tumeurs et identifier des marqueurs spécifiques de la maladie pour administrer le traitement ciblé. À quoi sert Vaudon aussi? C'est pour améliorer le confort des patients. Donc voici plusieurs exemples. Il y a aussi une salle qui a été mise en place pour les adultes, jeunes adolescents qui souffrent d'un cancer, une salle de convivialité, où ils peuvent donc discuter, s'installer, regarder la télé ensemble ou jouer à des jeux de société. Voilà, il y a aussi donc, du coup, un service rêve de clown qui passe beaucoup dans le service. Il y a aussi tout ce qui est accès aux soins de support pour les patients, cours de cuisine, yoga, chant, coiffure, les casques réfrigérants pour lutter contre la chute des cheveux pendant les chimiothérapies. Voilà, beaucoup pour améliorer le confort des patients. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. On a aussi des casques de musicothérapie qu'on propose aux patients qui vont au bloc opératoire pour les détendre. On a aussi des casques de réalité virtuelle qu'on peut proposer. Donc de plus en plus, en fait, la prise en charge va au-delà du seul champ médical. En fait. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et donc je vais parler plus précisément du don que vous avez fait cette année, qui va être plutôt fléché pour les soins de support et donc l'ocosexologie. Actuellement, en fait, on reçoit les patients dans des salles un petit peu neutres qui sont peut-être pas propices à la confession ou à se sentir bien et à pouvoir partager des choses intimes. Et donc du coup, là, je suis en train de travailler sur l'aménagement d'une salle qui pourrait servir à d'autres soins de support que l'oncosexologie. Donc c'est cette salle ici parce que, comment dire, plus ça va, plus on a de patients et de personnel et donc du coup c'est un peu serré en termes de place. Oui. Et donc du coup on a une salle ici, donc là c'est là où sont reçus actuellement les patients. Donc voilà, c'est pas très... c'est assez médical. Oui. Donc je suis en train de travailler sur les plans. Donc il y a le avant en haut et le après. Désolé, c'est une ébauche. Donc du coup, on voit bien.
Donc l'idée, ce serait de rendre la salle plus accueillante, plus cocooning, pour accueillir au mieux les patients et les patientes. Des rideaux décor. Donc par exemple, le rideau, on va le décaler, on va maintenir la table qui est au fond, parce qu'on a quand même besoin, j'ai besoin des fois d'examiner les personnes, et voilà. Et sinon, on va faire un espace, en fait, là où il y a l'autre fauteuil qui ne sert pas à grand chose, et le grand bureau, ça ne sert pas à grand chose d'avoir un grand bureau comme ça. On va mettre le bureau plus collé, on va faire un espace avec des canapés, table basse, luminaire, fauteuil, voilà. On va mettre des tableaux au mur, on va essayer de rendre la chose vraiment plus chaleureuse. Oui. Après, on va faire du mieux qu'on peut parce que des fois, il y a des normes de mobilier. Mais j'ai reçu une étudiante de Lorient qui m'a montré une photo de ce qu'elle avait, de ce qu'ils ont fait comme salle pour accueillir les patients en entretien. Je vais vous montrer. Je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, je sais pas si on arrivera à ce niveau, mais un esprit quand même vraiment, voilà, on n'a plus trop l'impression d'être à l'hôpital, quoi, finalement. Il faut remettre de la couleur. Et puis... Voilà. Remettre de la couleur, changer le sol, tout ça, quoi. Ouais. Donc ça ira là-dedans, et en fait, ça pourrait servir aussi. Là, récemment, on a mis en place, ma collègue a mis en place des ateliers, parce qu'avant, toute ablation totale du sein. Actuellement, on voit le chirurgien, l'anesthésiste, on peut voir une infirmière d'accompagnement, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de se projeter. Enfin... Quand il y a une reconstruction mammaire, on les voit plusieurs fois pour leur expliquer, mais quand c'est sans reconstruction mammaire, eh bien on programme et puis les patientes reviennent et c'est vrai que c'est difficile de se projeter, les prothèses externes qu'on peut mettre, comment ça va se passer, enfin voilà, des petits détails. Et en fait, on fait des ateliers on propose des ateliers pour toutes les patientes avant ablation totale du sein avec une kiné, une chirurgienne, accès au psychologue, etc. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est fait dans une salle de réunion, voilà. Donc tous les ateliers en petits comités de soins de support, les consultations psycho, les consultations sexo pourront avoir lieu dans cette salle réaménagée. Voilà. Et aussi pour acquérir du matériel dans cette salle, donc par exemple des objets pour montrer l'anatomie, voilà, des choses qui sont bien en consultation pour bien informer les personnes. Des planches d'anatomie, des objets d'anatomie, voilà, il y a plein de choses possibles de matériel et d'aménagement de cette salle, et donc je pense que voilà, le projet est en cours, et puis bien sûr je vous tiendrai informé, je vous enverrai des photos quand ce sera fini. Oui. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Donc le centre de Jeanne Marquis est un centre de référence au niveau national, c'est ça? Oui, il fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer, comme Gustave Roussy que vous connaissez bien. Concrètement, que soignez-vous avec Jeanne Marquis? Bon, on connaît le cancer du sein, le cancer de... Alors ça dépend Alors nous en chirurgie, on opère le sein, les sarcomes, les tumeurs cutanées, et on pose les chambres implantables. C'est assez un petit bloc opératoire. Il y a d'autres centres de lutte où il y a d'autres chirurgiens digestifs par exemple, urologiques, tout ça. Nous c'est un petit bloc. Par contre, donc par exemple, les cancers de la prostate sont opérés par le CHU, donc le professeur Mathieu, le service professeur Mathieu. Mais par contre, les personnes viennent faire leur rayon au centre Jeanne Marquis, leur chimiothérapie, voilà, de tous les organes là. Oui. Ouais, le post-opératoire, c'est ça. D'accord. Le traitement adjuvant à la chirurgie. Oui. En chirurgie, il n'y a pas tant d'activité que ça. Et après, donc, sinon tout le monde, on travaille aussi en collaboration avec le CHU et la mutualiste de la sagesse. Oui, d'accord. Donc au niveau matériel, j'ai vu que vous êtes doté d'un matériel très performant. Récemment, un IRM. Oui, voilà, on a en radiologie, en radiothérapie, enfin, on est assez bien équipé, oui. Oui. Le dernier cri là, pour les et au service de laboratoire de biologie aussi, oui. Il n'y a que quelques exemplaires dans le monde, c'est tout. Oui. Et ce qui est très agréable, c'est cette structure qui reste familiale. Souvent, les patients ont l'impression voilà, de ne pas être dans... quelque chose de neuf. C'est très personnalisé. Il y a aussi un petit bureau d'espace de rencontre et d'information où en fait il y a des personnes qui sont dans ce bureau et qui parlent de tout ce qui existe en termes associatifs pour aider les patients. On a beaucoup de soins de support, des assistantes sociales très réactives pour aider les patients parce que parfois malheureusement c'est compliqué avec la maladie. Oui. Voilà.
On a vraiment la chance de tous se connaître et de travailler en équipe de façon efficace. Quand on veut quelque chose, c'est très cohérent, facile à avoir et on communique beaucoup. Oui, On échange sur les dossiers avec les patients parce qu'on se rencontre régulièrement. Enfin, vraiment, c'est très agréable. Et vous êtes très réactif aussi quand Oui, voilà. le patient, ou la patiente demande. Oui, rapidement, oui, on a des délais de prise en charge. De toute façon, en cancéro, il le faut. On a vu qu'on fait que du cancer, du coup, on a des délais. Oui. Là, on fait aussi de la curithérapie et puis sinon la radio interventionnelle ils sont très performants, ils développent ça pas mal. C'est beau, c'est moins invasif et c'est. Ouais. Les séquelles sexuelles sont les séquelles qui persistent dans le temps, sont parce que souvent il y a des effets secondaires je parle pour le cancer du sein. Quand on a de la chimio, tout ça, c'est difficile pendant, mais souvent quelques mois après, les effets secondaires sont partis. Les séquelles sexuelles, d'après les études, sont celles qui persistent 3 ans après la prise en charge. Ce sont les seules à persister, qui persistent dans le temps, quoi. Du coup, oui. Et donc, la qualité de vie, oui, c'est toutes les études le montrent que meilleure est la qualité de vie, moins important. Donc, les soins de support se développent de plus en plus. Avant, c'est vrai qu'on cherchait à se traiter et tout ce qui était à côté, on faisait le maximum pour survivre et tout. Mais là, vu qu'on a des survies de plus en plus bonnes, il faut vivre dans de bonnes conditions. Bien-être. Oui, voilà, être le mieux possible. Alors, c'est de par la modification du corps, par les opérations, les rayons qui peuvent modifier l'aspect du sein, mais aussi par les traitements qui sont donnés, notamment l'hormonothérapie qui peut donner une sécheresse, des troubles du désir assez importants, une sécheresse vaginale importante, des troubles du désir, du plaisir, etc. Et l'hormonothérapie, on la prend 5 ans au moins, donc c'est assez long. Oui. Eh bien, le parallèle pour l'homme, c'est la prostate avec la chirurgie qui peut être délétère sur la fonction sexuelle et puis l'hormonothérapie aussi. Merci Adèle de votre intervention. Deuxième cause défendue ce soir, donc le don de moelle osseuse pour l'association Réveil ta moelle. Donc le président Didier Larose ne pouvait pas être présent ce soir parce qu'il est dans le sud de la France. Et donc j'ai demandé à Hervé Bernard, qui a bénéficié d'un don de moelle osseuse, de bien vouloir venir ce soir pour témoigner un petit peu de son vécu. Donc Hervé, merci d'être venu ce soir. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment c'est arrivé, les différentes étapes, ce que tu as vécu au quotidien? Merci. Eh bien, j'étais surpris de ton appel, Daniel, mais c'est avec plaisir que je suis présent ce soir. Didier Larose, comme tu l'as dit, ne peut venir, il est absent. Et il représente l'association Réveil ta moelle, qui est basée à Rennes. C'est une association qui essaie qui organise plein de choses, surtout vers un public jeune, afin de les informer sur le don de moelle osseuse, c'est très important. Donc voilà. Pour ma part, j'ai pas l'habitude de témoigner, je suis désolé. Non, mais concrètement, il faut je voudrais juste avoir une pensée pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance d'être greffés, comme moi, de ne pas bénéficier d'une greffe de moelle osseuse, faute de donneur. C'est vraiment très très triste de ne pas avoir de donneur. Donc moi, ma leucémie s'est déclarée en octobre 2019 sur une prise de sang de contrôle, tout simplement, comme on en fait tous pour les hommes au-delà de 50 ans. Je pense que c'est tous les 2 ans, prise de sang de contrôle pour voir si on n'a pas de diabète, de cholestérol, mesurer le PSA et plein d'autres choses. Et c'est sur cette prise de sang qu'on m'a diagnostiqué une leucémie. 2009. 2019. 19. Ouais. Donc j'étais agriculteur et en pleine activité, aucun problème, aucun symptôme. Et donc je suis passé du grand air, des champs, de la nature, à la chambre stérile en 10 jours. Donc, excuse-moi Hervé, Oui. je te pose la question. Donc, c'est un peu comme ça, fortuit, tu as fait une prise de sang et c'est là qu'on a découvert le début de l'histoire. Voilà. D'où l'importance de faire régulièrement ces prises de sang, son suivi.
C'est très important. La preuve, c'est que moi, on m'a diagnostiqué cette leucémie très tôt, ce qui a permis de la soigner et de la contenir, de la maîtriser et de me sauver la vie avec une greffe. Donc tu as été hospitalisé à Pontchaillou, Hospitalisé à Pontchaillou dans le service du professeur Lamy. Voilà, pendant 4 mois, en chambre stérile, avec une petite coupure au milieu. Dans un premier temps, avec des chimiothérapies très fortes, très invasives. Et ensuite, on m'a dit qu'il me fallait une greffe de moelle osseuse. Donc on cherche dans un premier temps dans la famille, et il s'avérait que dans ma famille, il n'y avait pas de possibilité. Hein. Mon frère et ma soeur n'étaient pas compatibles. Ils étaient volontaires pour donner, bien sûr. Je fais une parenthèse, Mais... je vois qu'il y a une chance sur 1 million, c'est ça? Alors, le don de moelle osseuse intrafamiliale, c'est seulement 25% des greffes. Ouais. Donc, il reste 75% des malades qui ne peuvent être greffés par des frères ou sœurs. Et dans ces cas-là, on a recours au fichier international de donneurs de moelle osseuse, donneurs volontaires de moelle osseuse. Et en France, on a un énorme problème. Aujourd'hui, sur ce fichier, on est à peu près à 400 000 inscrits, 400 000 personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire sur le fichier des donneurs. Alors qu'en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ils seront plus près des 5 millions, 4 millions, 5 millions. Vous voyez, ça s'explique quoi? Manque de communication, je pense. Ouais. Voilà, manque d'information. C'est évidemment un bouleversement. Il y a la phase maladie, on la prend en pleine figure. Ensuite, il y a voilà, tous les effets secondaires à la chimiothérapie. Et il y a le fait que nos proches ne sont pas compatibles en termes de greffe avec vous. Donc là, c'est terrible. Et ensuite, on vous propose, le professeur Lamy et son équipe ont trouvé un donneur dans le fichier international. Et c'était juste avant le Covid, juste. Mon greffon est arrivé en avion 3 ou 4 jours avant que tous les aéroports ne soient bloqués. Donc voilà, une chance en disant une chance, oui. Donc aujourd'hui, je dois beaucoup aux donneurs de sang. J'ai été transfusé je ne sais combien de fois, aux donneurs de plaquettes évidemment. Il est très important de donner son plasma aussi. Ça permet de soigner les gens, d'aider des gens. Et puis évidemment, donner sa moelle osseuse lorsque l'on est appelé. Mais la première chose, c'est de s'inscrire. Ça, c'est pas mal distribué, Daniel, si tu veux bien. C'est de s'inscrire sur ce fichier. Et c'est tout simple de s'inscrire sur ce fichier. Un prélèvement salivaire. Voilà. Ah ouais. Si toutefois il y a un malade qui a besoin un jour de votre don de cellules de souche, comme on dit, vous êtes appelé et là on booste votre moelle par une petite injection et ensuite il y a un prélèvement qui est un peu comme un prélèvement de plasma. Enfin c'est assez simple. Depuis 2 ans, par contre, on ne peut pas s'inscrire sur ce fichier au-delà de 35 ans. Mais on peut continuer à être donneur. D'accord. Alors de préférence des jeunes hommes, voilà. C'est là qu'il faut donner parce l'information. que les femmes, de par les Comment ça grossesses, peuvent avoir un système immunitaire qui se modifie un petit peu. Voilà. On change même de groupe sanguin. Oui, ça peut étonner les gens. Ah d'accord. Mais En fait, on enlève toutes les cellules sanguines qui étaient à vous, puis on a mis des on redémarre avec de nouvelles. une chambre stérile, bien sûr, parce que avant la greffe, vous êtes dans une situation complètement de 3 mois de cachet en c'est pas à vie, 3 à 6 mois. Non, c'est pas à vie comme les autres. Non, les dons d'autres organes, c'est à vie les cachets, voilà. en petit rejet, mais là non, parce qu'en fait, finalement, c'est la l'aplasie circule. médulaire, oui. comme quand on a une chimio, quoi. Voilà. Ça détruit les globules blancs. Il n'y a plus aucune défense. Donc on repart à zéro. Donc Hervé, à partir du moment où tu as reçu ta greffe, comment ça s'est passé après, combien de temps, enfin, voilà, alors la greffe, c'est déjà un jour magique, c'est une renaissance, hein, parce que vous savez que de toute façon, si vous n'avez pas la greffe, vous avez réussi à stabiliser la maladie pendant quelques mois avec la chimio, mais que de toute façon, ça va repartir. Ouais. Donc la greffe, c'est ma deuxième date de naissance. C'était quand Et ça se présente comment du coup? C'est comme transfusion en fait. Comme une transfusion, voilà, de transfusion normale. Ça dure longtemps? Je ne sais plus combien, 3-4 heures il me semble.
Oui. Combien de temps à peu près, oui, le poste Moi, j'y suis resté, j'ai eu la chance d'y rester que 3 semaines, mais c'est de 4 à 8 semaines, il me semble. Enfin, de 3 à 8 semaines. D'accord. Ouais. Donc il y a quelque chose qui, moi, à chaque fois que je lis cette petite plaquette, m'interpelle parce que, bon, moi, on voit, je suis témoin de la chance que j'ai pu avoir en tant que receveur, mais côté donneur, au dos de la petite plaquette, ici, il y a quelqu'un qui témoigne, qui est Benjamin, donneur de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse ou de cellules souches n'est pas un don que vous faites, mais c'est un don que l'on vous offre. Ça paraît invraisemblable. Je suis donneur et je reçois un cadeau. C'est un peu bizarre. Celui de sauver une vie. Et oui, c'est énorme. Cela a été mon ressenti après le don. J'étais différent et avec le sentiment d'avoir plus reçu que je n'avais donné, étrange et pourtant réel. Voilà, ce sont des paroles de donneurs. Et j'ai rencontré des gens qui ont été donneurs ou qui ont été appelés, puis au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Et je pense à une personne du secteur qui n'a pas pu donner parce que peut-être la personne qui était malade est décédée ou a eu des complications. Et cette personne qui était vraiment en face de donner, elle était toute proche de donner, a vécu ça, mais comme une déception énorme. Énorme. Ouais. Et par contre, ceux qui ont réussi à donner, ils ont vraiment... il y a différentes façons de sauver une vie. Hein. Ça peut être en maîtrisant les gestes de premier secours, ça peut être en donnant son sang, en donnant sa moelle, en donnant... Mais c'est vrai que si tout le monde le savait plus que c'était un test salivaire, parce qu'il y en a plein en fait qui s'imaginent que s'ils doivent s'inscrire donneur, c'est direct, on leur prend quelque chose. Tout à fait. Voilà, Ça ce serait vraiment très positif de communiquer parce que c'est pas grand-chose finalement. Effectivement, avec un test salivaire, c'est pas contraignant, je dirais. Quoi. Et pourquoi la France est à la traîne par rapport aux autres pays? Je ne sais pas, manque de communication. Oui, c'est ça quoi. Oui, parce qu'on n'est pas... Je vois qu'il y a 2000 malades qui sont en attente d'une graine de moelle osseuse chaque année en France, donc c'est énorme. Hein. Pour, est-ce que tu as une idée combien de dons par an sont faits? Je ne sais pas. Alors c'est en fonction de la demande, puisqu'il n'y a pas de délai de stockage comme il peut y avoir quelques jours avec le sang, c'est comme ça. Je ne sais pas exactement. J'ai 60 ans maintenant. Donc je vois que vous voyez le registre de France de greffe de moelle rassemble, vous voyez, 335 000 donneurs. Voilà, j'ai dit. Il y a 37 millions de personnes inscrites sur le fichier mondial. 37 millions. Et on a une chance sur 1 million de trouver quelqu'un qui est compatible. Ça fait léger. Qui a une compatibilité très très forte. Donc du coup, vous avez eu une chance sur 1 million alors? Ouais. C'est dingue, hein. On doit vivre différemment après ça. Quand même. Complètement. Je veux voir la vie différemment. Évidemment. Et surtout, on a envie que demain, les gens qui sont touchés par ce genre de maladie, en hémato, qui ont besoin d'une greffe, qu'ils soient greffés. J'essaie de mobiliser autour de moi les jeunes, et il peut y avoir des complications de greffe qui entraînent la mort. Et chaque fois que je pense greffe, évidemment, je pense à mon donneur. Mais je pense aussi à ces gens qui n'ont pas cette chance d'être là avec vous ce soir. Et donc Hervé, donc le post-opératoire, tu as des visites régulières pour Chaillou, comment ça se passe? Eh bien, les 2 dernières semaines post-greffe, aucune visite, Covid, tout était bloqué. Mais logiquement, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y a un suivi régulier. Avec une visite, voire 2 visites par jour, avec un respect de l'hygiène, bien sûr. C'est un secteur stérile, chambre stérile. Tes visites chez le médecin, enfin chez le professeur Lamy, comment ça s'échelonne après le Alors, dans un premier temps, c'est hebdomadaire, ensuite ça devient mensuel. Plus le temps passe, plus ça aujourd'hui. Et après, on revient vers son centre. Pour moi, c'était Vannes, le centre de base qui a des... Tous les ans maintenant, du coup? Tous les ans maintenant. Il faut avoir un suivi, bien sûr. À vie, À vie. J'avais vraiment serein. Mais, ça se présente comment quand tu vas à l'hôpital de Vannes? Il y a une prise de sang, il n'y a rien, enfin comment ça? Tous les éléments sont contrôlés. Et puis beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec une médecin qui est formidable. Qui analyse ton ressenti, ton quotidien, tout. Beaucoup d'échanges, d'écoute, c'est ça? Voilà. Et je reviens sur les soins un petit peu annexes.
et parallèles qui sont proposés à Pontchaillou, hein, dans le service où j'étais des matos, ils sont hyper importants. Que ce soit l'hypnose, que ce soit... il y avait une écrivaine avec laquelle j'y étais, il y a des kinés, bien sûr, il y a... Ouais, parce que les temps en chambre stérile doit être long. Ouais. Et c'est important les soins de support. Hein. Ouais. Je comprends d'autant mieux vos propos. Oui. Et puis nous, on a même la chambre d'une socio-esthéticienne qui peut passer faire des massages pour détendre les personnes, pour les hospitaliser. Franchement, c'est hyper important. Et Hervé, tu me disais l'importance, je me souviens, quand on en avait discuté il y a quelques mois, du matériel que tu avais pu bénéficier. Voilà, tu peux en parler, je pense. Voilà, oui, c'était donc la DHO, c'est bien ça. La DHO, voilà, le nom de l'assaut du professeur Lamy. Voilà, ouais, donc plein de petites choses, notamment tout simplement un vélo dans la chambre, hein, un vélo d'appart dans la chambre. Où, tous les jours, tu tirais voilà, pour faire voilà, pour maintenir un peu de, voilà, un peu d'activité physique malgré le confinement dans la chambre stérile. Dans 20 mètres carrés. Donc ça t'a paru très important. C'est très très important. De l'extérieur, on en parle. Alors ça, c'est un petit exemple. Il y a plein d'autres matériels. Dans les quelques salles communes qu'il y a, il y a plein d'autres matériels. Merci. Alors ce que je vais proposer, c'est Hervé sera là, c'est qui donne le coup d'envoi des foulées. Tu vas t'absentir un petit peu du poste où tu es, si ça te fait plaisir. Et tu pourras dire quelques mots. Tu me fais travailler. C'est la bonne parole. Bon, bonne soirée. Merci Adèle encore, et puis au plaisir. Alors. Merci beaucoup. Et puis on se revoit en octobre pour la remise de chèques. Dans un an. Oui. Au revoir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Parce qu'il y aura aussi au mois de février le loto aussi à Pleurmel d'un Saint-Valentin qui sera aussi pour ton association. Voilà. Et je vous tiens au courant de l'avancée du projet. Voilà. Merci. Merci au revoir. Et troisième cause ce soir, donc c'est le cancer de la prostate avec Romain Mathieu qui malheureusement a une conférence nationale à Lyon ce soir et ne peut pas être disponible. Donc il m'a envoyé là en express, vous voyez, vous avez toute une doc à l'intérieur. Donc le cancer de la prostate, c'est le premier cancer masculin, vous voyez, avec 53 000 nouveaux cas par an. Hein. Ça touche un homme sur 7 et 25% de nouveaux cas de cancer masculin donc chaque année. Et ça entraîne malheureusement, vous voyez, 10 000 décès par an. Hein, vous voyez là pour les chiffres. Voilà, donc vous avez autrement, vous voyez tous les chiffres et tout pour réanalyser. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que vous voyez, donc il y aura toujours les foulées où les inscriptions sont, n'est-ce pas Marie-Claude, parties sur un... Partie exponentielle comme on n'a jamais eu, voilà, on est déjà à 110, 115, ouais, 115, 117. Ah oui, j'ai jamais eu ça. Voilà. Donc par rapport à d'habitude, c'est vraiment, on est vraiment en avance par rapport à d'habitude. Au niveau randonneur, la météo qui se précise nous annonce pas de pluie. Donc ça va être aussi quelque chose de bien, parce que souvent les randonneurs, c'est la pluie qui les arrête. Et Marie-Madeleine, les repas réservés, par rapport à d'habitude, c'est comment? C'est un peu moyen. Un peu moyen, quoi. Ouais. Mais sachant que c'est souvent dans la dernière semaine que les gens... je pense que ça va se réveiller. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, limite quand même pour les repas, c'est mardi, quoi. C'est mardi. Donc,